Buttercup Lane n'était pas connue pour son brouillard au printemps. De la brume, oui, un voile charmant qui flottait joyeusement aux premières heures du jour, mais pas ce linceul dense et rampant qui recouvrait Sainte Mary Mead comme un grand intrus silencieux. Même les oiseaux semblaient hésiter à chanter en cette matinée, comme s'ils sentaient que le village retenait son souffle. Les funérailles de M. Reginald Blocksby, célibataire discret et trésorier dévoué de la paroisse, étaient prévues à 11 heures précises dans le cimetière. Et le brouillard, réfléchissait mademoiselle Jane Marple, avait la fâcheuse habitude de se manifester lors des funérailles, dissimulant les visages et les intentions. Elle se tenait devant son cottage, coupant les bords d'un ruban gris pâle qu'elle avait épinglé à son manteau. Les vêtements de deuil devaient toujours conserver leur dignité, même si la personne qui les portait avait des doutes. Car mademoiselle Marple avait effectivement des doutes sur l'effondrement soudain de Reginald Blocksby, sur l'absence de tout antécédent cardiaque, et en particulier sur la lettre qu'il avait envoyée au vicaire seulement 2 jours plus tôt, scellée, marquée urgent et apparemment égarée. Son regard s'adoucit d'inquiétude tandis qu'elle observait le village s'animer à travers la brume. Des silhouettes apparurent lentement, d'abord des formes, puis des contours de chapeaux et d'épaules, jusqu'à ce que des profils familiers se dessinent. Madame Caroline Ives, de la boutique de thé, enveloppée dans un châle beaucoup trop voyant pour l'occasion, tenait un bouquet de branches d'if. Un choix étrange, pensa mademoiselle Marple. L'if symbolise le souvenir, certes, mais aussi la mort elle-même. Le visage de madame Ives était crispé par l'inquiétude plutôt que par le chagrin. Derrière elle marchait M. Jonathan Pike, l'avocat, dont les chaussures cirées claquaient avec une hâte inhabituelle sur les pavés. Il vérifia 3 fois sa montre de poche avant d'atteindre le coin de la rue, ses nerfs clairement visibles malgré ses efforts pour paraître solennel. Mademoiselle Marple se mit en route vers l'église, ses pieds tapant légèrement sur le trottoir. Le brouillard s'enroulait autour de ses chevilles comme un chat réclamant de l'attention. Elle se demanda si quelqu'un avait profité de ce temps pour accomplir son forfait à l'abri des regards. Le brouillard était un excellent complice pour tromper. Devant elle, la cloche de l'église sonna une fois, étouffée par l'air épais. Elle vit le vicaire, le révérend Allerton, franchir le porche de l'église, l'air tendu. Du chagrin? Ou quelque chose de plus grave? Il s'arrêta lorsqu'il remarqua mademoiselle Marple qui s'approchait et lui fit un signe de tête poli. Mademoiselle Marple, la salua-t-il doucement. Quelle triste journée! En effet, révérend, répondit-elle d'une voix douce. Monsieur Blocksby était très consciencieux dans ses fonctions. Une perte soudaine bouleverse toujours le cœur. Le regard du vicaire se posa brièvement sur une silhouette sombre qui s'attardait près des ifs. Monsieur Horace Bellamy. Il ne fréquentait pas souvent l'église et n'était certainement pas un ami de Reginald Blocksby. Qu'est-ce qui l'amenait ici? Mademoiselle Marple enregistra ce détail. Alors que les personnes en deuil se rassemblaient, on pouvait sentir l'équilibre du village se détériorer. Le brouillard condensait les angoisses en murmures. Il s'inquiétait pour les comptes, murmura Madame Pierce à Madame Benson près de la porte. Il m'a dit que quelqu'un détournait des fonds, répondit Madame Benson en baissant encore plus la voix. Il disait qu'il avait l'intention de révéler la vérité bientôt. Mademoiselle Marple redoubla d'attention. La vérité révélée bientôt. Une promesse dangereuse. Elle aperçut l'inspecteur Crabbe près des bancs arrière. Il n'était bien sûr pas là, à titre officiel, mais mademoiselle Marple doutait que l'inspecteur assistât aux funérailles, simplement par respect pour le défunt. Son regard restait alerte, scrutant les visages plutôt que les pages du livre de cantiques. Peut-être n'était-elle pas la seule à se méfier d'une crise cardiaque qui tombait un peu trop bien. Alors qu'ils entraient dans l'église, les fenêtres masquées ne retenaient que partiellement le brouillard.
Une pâle lumière fantomatique filtrait à travers les vitraux et donnait aux compositions florales un aspect fané, comme si le deuil avait également terni leur couleur. Sur le cercueil reposait un bouquet de lys blanc lié par un simple fil noir. Un petit détail, mais mademoiselle Marple le remarqua. La pureté blanche, l'enchevêtrement noir, une contradiction visuelle. Elle prit place. L'organiste joua un accord hésitant. Le vicaire commença par lire les Écritures, la voix s'épaississant sur le mot « inattendu ». Quelqu'un à l'arrière soupira trop fort. Un autre s'essuya théâtralement les yeux. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur mademoiselle Laetitia Wells, une cousine éloignée de Reginald, qui tordait un chapelet de perles jusqu'à ce que le fil menace de se rompre. Son expression n'était pas celle du chagrin, mais de la peur. Pourquoi de la peur? Le brouillard s'accrochait aux vitraux de l'église comme s'il écoutait. Lorsque le vicaire annonça l'éloge funèbre, Jonathan Pike se leva en tremblant. Un papier à la main, il prononça 2 phrases avant de s'interrompre pour s'éclaircir la gorge. Il avait récemment découvert des irrégularités, dit Pike, jetant des regards furtifs à plusieurs villageois. Mais il voulait s'assurer que la bonne personne... Une main attrapa sa manche depuis le banc derrière lui. Un avertissement. La voix de Pike changea instantanément, devenant douce, distante, sans émotion. Il nous manquera profondément. Le cœur de mademoiselle Marple battit un peu plus vite. Quelqu'un ne voulait pas que la vérité soit dite, pas ici, pas maintenant. Le service s'acheva sur un hymne discret du chœur. Alors que tout le monde se levait, les doubles portes s'ouvrirent et le brouillard s'engouffra, épais et soudain, engloutissant l'allée dans une obscurité blanche. Les gens poussèrent de petits cris étouffés. Quelqu'un jura entre ses dents. Le cercueil, momentanément sans surveillance, bougea. Une secousse, un soubresaut et un bruit sourd à l'intérieur. Miss Marple se figea. Tout le monde aussi. Puis un autre bruit. Un coup, vif, insistant, vif. Une femme hurla. Le vicaire tituba en arrière, le crucifix serré dans ses mains tremblantes. Mademoiselle Marple s'avança, calme, précise, sa voix tranchant la panique comme des ciseaux bien aiguisés. Ce n'était pas un fantôme. Ce cercueil doit être ouvert immédiatement. Toutes les têtes se tournèrent. Le brouillard s'épaissit encore, et le village comprit. Reginald de Blocksby n'avait pas fini de dire sa vérité. Un silence s'installa, si complet que même les flammes des bougies semblaient en s'être figées. Tous les regards étaient fixés sur le cercueil, comme pour le contraindre à rester immobile. Mais mademoiselle Marple seule observait les gens. Le brouillard s'engouffra par les portes ouvertes comme un spectateur silencieux, se faufilant entre les bancs, s'enroulant autour des marches du chœur. La panique, une fois déclenchée, se propagea plus vite que la brume. Madame Pierce poussa un autre cri aigu, serrant son collier de perles. Le jeune Tommy Benson se précipita vers l'entrée comme si des fantômes lui mordèrent les chevilles. Madame Eves, les branches d'ifs tremblantes dans les mains, semblait sur le point de s'évanouir. Seul l'inspecteur Crabbe réagit immédiatement. Il bondit en avant, saisit le couvercle du cercueil et fit signe à 2 agents de police de l'aider. Ils appuyèrent leurs épaules contre les charnières, 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que les clous se desserrent dans un grincement réticent. Les doigts de mademoiselle Marple se crispèrent sur le dossier du banc devant elle. Elle observa non pas le cercueil, mais le vicaire, dont le visage avait pris une pâleur effrayante. Les mains du révérend Allerton tremblaient tellement qu'il faillit laisser tomber le livre de prière qu'il tenait. Un nouveau bruit sourd, plus faible cette fois. « Soulevez !» ordonna Crabbe. Le couvercle se souleva lentement, révélant une image effroyable, et un murmure collectif se propagea comme une vague. Le visage de Reginald de Blocksby était tourné vers le haut, rigide, cireux, complètement sans vie.
L'inspecteur Crabbe fronça profondément les sourcils. S'il a frappé... Miss Marple s'avança rapidement mais silencieusement, sa voix suffisamment basse pour que seul Crabbe l'entende. Il y a plus d'une façon pour qu'un bruit émane d'un cercueil, inspecteur. Elle s'agenouilla, le regard perçant. Un lourd chapelet gisait à côté de la main de Blocksby. La doublure du cercueil avait été dérangée, des marques de griffures étaient visibles sur le satin. Pourtant, l'homme n'avait plus assez de souffle pour faire des gestes aussi désespérés. « Mort », confirma le docteur Haydock d'un ton sinistre, après avoir pris son pouls, sans aucun doute. Alors comment ? Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le coin où mademoiselle Laetitia Wells était assise, tremblant violemment, son chapelet de perles manquant plusieurs perles, cassé net, comme si elles avaient été brisées dans un accès de panique soudain. La peur était révélatrice. Le brouillard s'épaissit à nouveau, ses vrilles rampantes effleurant le corps immobile de Blocksby. « Que tout le monde se calme !» aboya Crabbe. « Restez assis. » Mais le calme ne pouvait être retrouvé si facilement. Les funérailles se transformèrent instantanément en une enquête en cours, les chuchotements s'échappant comme des oiseaux de leur cage. Il a essayé de s'échapper. Enterré vivant. Non, non, il est mort depuis des jours. Laetitia lui a rendu visite avant sa mort. Il savait des choses. À propos des comptes. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur madame Ives, qui serrait toujours ses étranges brins d'if. L'if est une plante toxique, un choix dangereux pour un bouquet. Ses yeux se tournèrent manés vers M. Pike, qui n'avait pas bougé de sa place près du pupitre, figé, comme s'il craignait que le moindre mouvement n'éveille les soupçons. M. Pike déglutit bruyamment lorsqu'il remarqua que mademoiselle Marple l'observait. Il avait l'air terrifié. « Il faudra un rapport médical », déclara le docteur Haydock, qui examinait déjà le bout des doigts de Blocksby. « Ces marques et ces traces le long des lèvres. » Il hésita. Les feuilles d'if peuvent provoquer une insuffisance cardiaque. Silencieuse, rapide. Le bouquet dans la main de madame Ives sembla soudainement la brûler. Elle le laissa tomber en poussant un petit cri. Le brouillard le dispersa, le fil noir se déroulant comme un secret révélé. Mademoiselle Marple toucha légèrement la manche de Haydock, indiquant le fil noir qui liait les lys funéraires. « Un ajout curieux, » murmura-t-elle. « Les lys symbolisent la pureté, mais le fil noir suggère des enchevêtrements, peut-être même la culpabilité. » Haydock acquiesça d'un air sombre. Crabbe s'avança, la voix sévère. « Il s'agit désormais d'une enquête policière. Personne ne quitte cette église. » Le vicaire tressaillit, non pas à cause du cercueil, mais à cause de l'ordre. Ses doigts s'enfoncèrent dans le bois de la chaire. Mademoiselle Marple le remarqua, tout comme madame Clement, dont la main se glissa vers la manche du manteau de son mari, comme pour le retenir par la seule force de sa volonté. Mademoiselle Marple s'approcha doucement de Laetitia Wells, la cousine qui tremblait encore. « Ma chère, » murmura-t-elle, « vous avez entendu quelque chose avant que quiconque ne s'en aperçoive. » « Qu'était-ce donc ?» Les yeux de Laetitia étaient remplis de panique. « Ah, un robinet !» souffla-t-elle. « De l'intérieur. »« Pas de Reginald, » dit doucement mademoiselle Marple. « Écoutez attentivement. Vous connaissez bien cette église. L'if pousse contre le mur du fond. Ses branches raclent la fenêtre lorsque le brouillard s'épaissit. Un bruit des plus inquiétants quand on est déjà pris de crainte. » Laetitia expira bruyamment, premier signe de soulagement qui détendit ses muscles. « Oui, » dit gentiment mademoiselle Marple. « L'imagination joue des tours terribles lorsque la culpabilité est toute proche. » Laetitia sursauta, les yeux écarquillés. « La culpabilité ? Reginald vous a-t-il confronté à propos d'une divergence ?» demanda mademoiselle Marple d'une voix toujours aussi douce. « Un don manquant, peut-être ?» Laetitia fondit en larmes. «
Ce n'était qu'une petite somme, juste un prêt. J'avais l'intention de le rembourser dès que la succession serait réglée. Il a dit qu'il le dirait. Il a dit qu'il me ruinerait. Et avez-vous mis quelque chose dans son thé la dernière fois que vous l'avez vu? Le ton de mademoiselle Marple était doux comme de la laine, gentil, mais il ne laissait aucune place à la dissimulation. Je ne sais pas, sanglota Laetitia. Il tremblait tellement, et Son souffle se brisa. Je lui ai seulement donné ce que madame Ives m'avait donné pour le calmer. Sa santé amère. Elle disait que ça calmerait ses nerfs. Mademoiselle Marple se leva. La tension monta d'un cran. Madame Ives baissa les yeux, les jointures des doigts blanchies. « Vous saviez ?» dit calmement mademoiselle Marple à la propriétaire du salon de thé. « Vous saviez ce que l'Yves peut faire ?» Madame Ives tremblait. Il menaçait tout le monde, le conseil, la paroisse. Il avait découvert des secrets qui devaient rester enfouis. Crabbe grogna. « Alors vous l'avez empoisonné ?»« Non !» cria-t-elle. Le brouillard se fit plus dense, chaque visage marqué par la peur. Ce n'était plus un enterrement, c'était un champ de bataille où s'affrontaient les secrets. Mademoiselle Marple s'avança dans l'allée, calme au milieu de la tempête qui se levait. « Une chose est déjà claire, » dit-elle, sa voix tranchant nettement dans la panique ambiante. Reginald Blocksby n'a pas seulement été assassiné, il a été assassiné pour faire taire ce qu'il avait découvert. Et alors que la cloche de l'église sonnait à nouveau, une note solennelle avalée par le brouillard. Mademoiselle Marple vit le motif se former complètement. Le brouillard obscurcit. Le brouillard trompe. Le brouillard cache les coupables tout en étouffant les innocents. Ce n'était pas seulement une question de météo. C'était le plus grand complice de l'arme du crime. La voix de l'inspecteur Crabbe résonna dans la nef silencieuse, alors qu'il ordonnait à ses agents de sécuriser les sorties. L'église, qui était normalement un sanctuaire, ressemblait désormais à une chambre, hermétique, le brouillard pressant contre les fenêtres comme le souffle d'un observateur invisible. Les personnes en deuil, confinées dans leurs bancs, s'agitèrent nerveusement lorsque mademoiselle Marple fit un pas en avant. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « si Reginald Blocksby croyait détenir une vérité qui valait la peine de tuer, alors cette vérité doit se trouver tout près de nous. » Son regard se posa une nouvelle fois sur le cercueil, non pas sur le cadavre, mais sur le fil noir qui retenait les lys. Si facile à manquer, si chargé de sens, un fil noir, un enchevêtrement, une dissimulation. L'inspecteur Crabbe suivit son regard, la mâchoire crispée par la détermination. « Nous allons faire transporter le cercueil au cabinet du docteur Haydock. Il n'y aura plus de surprise aujourd'hui. » Mademoiselle Marple en doutait secrètement. Une fois mis au jour, un meurtre avait tendance à faire germer d'autres révélations, comme des mauvaises herbes. Elle laissa sa main effleurer le banc, tandis qu'elle faisait les 100 pas, observant la posture de chaque villageois, chaque tic nerveux. La culpabilité ne restait jamais immobile. Mademoiselle Laetitia Wells s'essuya les yeux avec un mouchoir tremblant, le regard continuellement tourné vers Madame Ives. Madame Ives évitait complètement ce regard, rassemblant son châle comme si elle se préparait à s'enfuir si on le lui permettait. Jonathan Pike regardait droit devant lui, trop immobile pour être à l'aise. Un avocat, songea mademoiselle Marple, sait mieux que quiconque ne pas se laisser trahir par ses émotions. Mais le silence peut en dire long. Le vicaire se tenait raide près de l'autel, transpirant malgré la fraîcheur du brouillard. Ses doigts serraient le livre de prière avec une dévotion rigide. Le brouillard s'enroulait dans les arches au-dessus, à l'écoute. Crabbe commença par interroger madame Ives. « Vous dites qu'il menaçait tout le monde. Vous a-t-il menacé ?» Madame Ives cligna rapidement des yeux. Pas directement, mais il disait que le thé que je servais lors des réunions du comité était le seul moment agréable de ma journée. Imaginez, il me méprisait.
cela ne constitue pas un mobile pour un meurtre, répondit Crabbe sèchement. Un rire nerveux provenant du fond de la salle s'éteignit rapidement lorsque Crabbe lança un regard noir dans cette direction. Miss Marple s'approcha prudemment de Miss Wells. « Ma chère, Reginald était sévère, certes, mais il croyait que l'honnêteté était une forme de gentillesse, même si elle était exprimée sans délicatesse. » Miss Wells déglutit. « Il a découvert l'argent, Miss Marple. Je n'en avais pris qu'un peu. Mais lorsqu'il m'a confronté, il avait l'air ravi. Il voulait me faire peur. » Mademoiselle Marple pencha la tête. La peur donne du pouvoir à un homme, et le pouvoir nourrit la cruauté. Laetitia sanglota. Je pensais que le tonique que Madame Eaves m'avait donné allait le calmer. Mais il a dit qu'il avait un goût amer, puis il s'est endormi dans son fauteuil. Je suis parti rapidement. J'étais soulagé. Elle frissonna. Le soulagement est un sentiment terrible, mademoiselle Marple. Je me suis senti coupable de l'éprouver. Le soulagement. Mademoiselle Marple nota cela. Le soulagement ne tuait pas, mais il aveuglait souvent les yeux face au danger. Elle se tourna ensuite vers Jonathan Pike. Il se raidit. « Monsieur Pike, dit-elle aimablement, vous aidiez Reginald à gérer les finances de la paroisse. » La voix de Pike se brisa avant qu'il ne la rende ferme. « Oui. Et oui, nous avons trouvé des irrégularités, des fonds mal gérés. » Il jeta un coup d'œil au vicaire. Trop rapide, trop vif. Mais il s'est trompé dans le choix de la personne à blâmer. « Qui a-t-il blâmé ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Pike hésita trop longtemps. Avant qu'il ne réponde, Crabbe intervint. « Nous mènerons des interrogatoires officiels au poste, » déclara-t-il. « Pour l'instant, tout le monde restera ici pendant que nous... » Un léger bruit métallique l'interrompit. Clink, clink, le loquet de la porte arrière de l'église. Quelqu'un essayait de s'échapper. Les agents se précipitèrent, mais trop tard. La porte était entr'ouverte, et le brouillard s'engouffrait à l'intérieur comme une fumée blanche. Crabbe jura entre ses dents. Mademoiselle Marple se précipita vers la porte, scrutant le chemin au-delà. Le brouillard rendait les ombres informes. Mais le bruit des pas qui s'éloignaient trahissait une fuite précipitée vers les ifs du cimetière. Ce n'était pas de la panique, mais une stratégie. « Quelqu'un, dit-elle calmement, a plus à craindre que les autres. » Crabbe fit un geste énergique. « À leur poursuite !» Mais le brouillard engloutissait les agents aussi facilement que les secrets. Mademoiselle Marple recula à l'intérieur, son esprit tissant des fils invisibles. Reginald menaçait plusieurs villageois, leurs finances, leurs secrets, leur réputation. Il avait bu quelque chose d'amer peu avant de s'effondrer. Il avait été enfermé trop rapidement dans son cercueil. Le brouillard masquait les mouvements, étouffait les cris d'alarme. Et quelqu'un venait de prendre le risque de s'enfuir, non seulement par culpabilité, mais aussi pour ne pas être démasqué. Elle inspira lentement. Le brouillard, motif désormais indéniable, était à la fois un voile littéral et une arme métaphorique. Le tueur opérait dans l'obscurité, se croyant invisible, pensant que la clarté pouvait être retardée suffisamment longtemps pour effacer les conséquences. Mais le brouillard, pensa mademoiselle Marple, finit toujours par se lever. Et alors, tous les secrets apparaissent au grand jour. Madame Clement s'approcha prudemment, serrant son sac à main. « Mademoiselle Marple, s'il vous plaît, pensez-vous que tout cela est lié au fond du conseil ?» Mademoiselle Marple lui lança un regard bienveillant. « Ma chère, dans des villages comme le nôtre, tout est lié. Par les ragots, par l'histoire, et souvent par l'amour ou l'envie. L'argent n'est que de la fumée. Le feu est plus profond. » Son regard se posa une fois de plus sur l'autel, sur le vicaire, qui semblait désormais instable, la tête baissée. Ses jointures étaient rouges à force de serrer les poings.
Ce n'était pas du chagrin, c'était de la pression. Mademoiselle Marple garda une voix douce, songeuse. Le brouillard trouble les yeux, mais il ne trouble pas le cœur. Ce que vous redoutiez est arrivé, révérend. Il leva brusquement les yeux, la peur à peine dissimulée. Mademoiselle Marple poursuivit, non pas pour l'accuser, mais pour faire une observation. Reginald Blocksby avait l'intention de révéler quelque chose. Quelqu'un pensait que cette vérité serait fatale. Le silence retomba, lourd comme le parfum des lys. Crabbe expira. Nous allons maintenant recueillir les dépositions. Mademoiselle Marple, avez-vous des suggestions? Elle sourit légèrement, un sourire qui cachait une lame sous sa dentelle. J'aimerais voir les lunettes de Reginald, dit-elle. Ils ont tendance à montrer ce qu'un homme regardait en dernier. Crabbe cligna des yeux. Les lunettes? Mademoiselle Marple acquiesça. Oui, je pense qu'elles nous diront qui Reginald a vu en dernier. Le brouillard pulsait contre les portes de l'église, inquiet, comme s'il savait qu'il n'était plus le seul à observer. L'inspecteur Crabbe sortit les lunettes de Reginald Blocksby de la poche intérieure du manteau du défunt. Elles étaient légèrement maculées d'empreintes digitales et de condensation dues au brouillard, mais le verre gauche portait une marque étrange et à peine visible. Une ligne diagonale qui ressemblait à un fil noir, accroché à la charnière. L'œil vif de mademoiselle Marple remarqua que le fil correspondait à la ficelle qui servait à attacher les lys sur le cercueil. Un fil noir. Un petit détail. Une toile. Crabbe fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela pourrait bien nous apprendre? Que M. Blocksby n'était pas seul dans ces derniers instants, répondit mademoiselle Marple en tournant délicatement les lunettes à la lumière. Quelqu'un s'est penché très près de lui, quelqu'un qui portait ou manipulait un fil noir à ce moment-là. Son regard se posa, très naturellement, sur madame Caroline Ives. Madame Ives sursauta comme un lapin sentant l'approche d'un renard. « Ne me regardez pas, j'ai manipulé les lys ce matin, seulement ce matin. » Le sourire de mademoiselle Marple était doux, presque maternel. « En êtes-vous certaine, ma chère? Vous n'avez pas également livré un petit colis à M. Blocksby hier après-midi? Peut-être avec un ruban. Un ruban sombre? » Le visage de madame Ives rougit. « Je livre des colis à beaucoup de gens. Cela fait partie de la gestion d'un salon de thé. Les gens laissent des petits cadeaux pour les clients. Et parfois, ajouta doucement mademoiselle Marple, certains clients laissent des petits cadeaux pour vous. » Madame Ives déglutit, les lèvres serrées. Un silence coupable s'installa, bien que la nature de cette culpabilité restât obscure. Crabbe saisit l'occasion. « Madame Ives, vous lui avez préparé son thé. Le médecin soupçonne la présence de toxines d'IF. C'est brun dans votre main. »« Il servait de décoration, » s'écria-t-elle, en souvenir. « L'IF ne sert pas seulement à faire des couronnes, » dit Crabbe d'un ton plus vif. « Quelques feuilles dans une tasse. »« Je ne l'ai pas empoisonné, » s'écria madame Ives. « Je voulais seulement qu'il se calme. »« Assez calme pour ne pas parler, » murmura mademoiselle Marple. Madame Ives tordit son châle. Il a dit qu'il allait tout révéler, qu'il allait tout détruire. Sa voix se brisa. Crabbe acquiesça d'un air sombre, prêt à faire peser le poids de ce crime sur ses épaules tremblantes. Mais mademoiselle Marple observait tout autre chose. Le vicaire. Le révérend Allerton se tenait raide, essayant de rester calme, mais ses yeux restaient fixés sur madame Ives avec une tension qui trahissait plus que de l'inquiétude. Une supplication silencieuse pour qu'elle ne parle plus. Mademoiselle Marple rangea cette information dans un coin de son esprit. Crabbe appela ses agents. Emmenez madame Ives au poste pour un interrogatoire plus approfondi. La femme s'affaissa comme écrasée sous un fardeau invisible. 2 agents la guidèrent doucement vers les portes de l'église, mais elle continuait à se retourner, les yeux écarquillés, vers mademoiselle Marple,
cherchant désespérément quelqu'un qui la comprenne. Mademoiselle Marple comprenait trop bien. Le brouillard envahit à nouveau l'intérieur, plus dense cette fois, assez épais pour dissimuler une conscience en fuite. Crabbe expira triomphalement. Elle avait un mobile, elle avait les moyens. Du poison dans le thé, une solution simple. Mademoiselle Marple lui jeta un regard en coin. Les solutions simples sont souvent des illusions commodes. Madame Ives est peut-être impliquée, mais pas de la manière que vous croyez. Crabbe se hérissa. Alors qui, Mademoiselle Marple? Tout le monde ici avait des raisons de le craindre. Oui, reconnut-elle. Mais qui le craignait le plus? Elle laissa le silence ouvrir la porte à la réflexion. Jonathan Pike s'avança avec inquiétude. « Inspecteur, il n'est certainement pas nécessaire de nous retenir plus longtemps. Ce n'est pas normal. Madame Wells est hystérique, Madame Clement est en état de choc. Et vous, Monsieur Pike ?» demanda Mademoiselle Marple, sereine. « Comment vous sentez-vous » Il cligna des yeux. « Eh bien, je me sens bouleversée, naturellement. »« Naturellement », répéta-t-elle, et peut-être quelque peu soulagée que la lettre que M. Blocksby a envoyée au vicaire ait disparu. Le souffle du notaire se coupa. Le brouillard se rapprochait de ses chaussures cirées. « Personne n'est au courant de cette lettre, » murmura-t-il. « Comment avez-vous »« Réginald l'a dit à Madame Clement, » répondit calmement Mademoiselle Marple. Et Madame Clement, effrayée, m'en a fait part. Le teint du vicaire pâlit davantage. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix douce mais tranchante comme des ciseaux à broder. Cette lettre contenait des preuves ou des accusations contre une personne étroitement liée à l'Église. Une personne à qui Réginald vous avait confié la tâche d'informer, Monsieur Pike. Une personne dont la réputation ne pouvait supporter d'être exposée. Le vicaire vacilla. Le ton de Mademoiselle Marple s'adoucit, de manière désarmante. Lorsque des fonds disparaissent dans une paroisse, ils s'éloignent rarement de la chair. Crabbe inspira brusquement. « Êtes-vous en train de dire que le vicaire… » « Non, » l'interrompit Mademoiselle Marple. « Pas encore. Mais le mobile se trouve le plus souvent là où le pouvoir craint la honte. » Madame Clement tendit la main vers celle de son mari, mais il la retira. Un léger tressaillement, la plus petite fissure dans la façade. Crabbe reporta son attention sur Mademoiselle Marple. « Si vous pensez que Madame Ives n'est pas notre meurtrière, pourquoi avoir permis son arrestation ?»« Parce que, » répondit doucement Mademoiselle Marple, « le meurtrier doit croire qu'il reste invisible. Sinon il se réfugiera dans le silence. Et le silence est fatal à la vérité. » Crabbe cligna des yeux, comprenant peu à peu. « Vous avez tendu un piège. Le brouillard aide à le mettre en place, » répondit Mademoiselle Marple. « Pendant que nous sommes dans l'incertitude, le coupable agira à nouveau pour s'assurer de ne pas perdre ce qu'il craint de perdre. » Une rafale fit vibrer les vitraux, et une silhouette apparut brièvement à l'extérieur de la nef, observant depuis les portes du cimetière. Mademoiselle Marple tourna légèrement la tête. « Là, » murmura-t-elle, « celui qui s'est enfui tout à l'heure. Il est revenu. » Crabbe se retourna, faisant signe à ses agents, mais la silhouette disparut dans le brouillard, comme une pensée qui refuse de rester dans la mémoire. Miss Marple croisa les mains, sereine comme un chat près de la cheminée. Les meurtriers se reposent rarement tant que leurs secrets sont menacés, dit-elle. Madame Ives peut trembler, mais la main qui a guidé le destin aujourd'hui est ferme, certaine de sa droiture. Crabbe fixa le brouillard comme s'il essayait de comprendre le sens des paroles de Mademoiselle Marple. « Alors qui ?» demanda-t-il doucement. La réponse de Mademoiselle Marple fut aussi douce que le brouillard lui-même. Celui qui sert la vérité avec le plus de zèle, mais qui la craint le plus. La bougie du vicaire vacilla sur l'autel.
Un long clignement terrifié traversa ses yeux, et mademoiselle Marple comprit. Le premier suspect était commode. Le véritable suspect observait, attendant que le brouillard les cache à nouveau. L'église restait fermée, un vaisseau de tension ancré dans le silence blanc tourbillonnant à l'extérieur. Mademoiselle Marple s'avança doucement vers l'autel, sa jupe effleurant légèrement les dalles de l'allée. Le brouillard se pressait contre les fenêtres comme un fantôme curieux, impatient d'assister au dénouement. Le révérend Allerton se tenait raide derrière le pupitre, les mains crispées sur son livre de prière, les jointures blanchies. Ses yeux suivaient chaque pas de mademoiselle Marple, bien qu'il tentât d'afficher un calme pastoral. Mademoiselle Marple s'arrêta près du cercueil. Les lys étaient toujours liés par leur fin fil noir, un fil qui murmurait avec insistance un lien. Le brouillard cache la vérité, le fil la lie. Elle souleva les fleurs avec une délicate révérence et examina le nœud. Une simple boucle nouée avec une familiarité habituelle. Et elle avait déjà observé cette même habitude auparavant. Le vicaire attachait souvent les colis destinés à la boîte de charité de l'église avec des nœuds identiques. Ce n'était pas une preuve, mais une piste. Derrière elle, l'inspecteur Crabbe murmurait des instructions aux agents qui récupéraient le couvercle du cercueil. Le sol de l'église craquait tandis que madame Clement se tortillait sur son banc, tordant un mouchoir jusqu'à le déchirer presque. Laetitia Wells reniflait misérablement, tordant le chapelet cassé. Monsieur Pike gardait les doigts crispés, comme pour empêcher la vérité de s'échapper. Le regard de mademoiselle Marple passait calmement de l'un à l'autre, mais ses pensées fusaient comme des moineaux. Reginald Blocksby savait quelque chose. Il avait essayé de l'écrire, il avait essayé de le révéler. Mais la lettre avait disparu. Mademoiselle Marple se tourna vers le vicaire. « Révérend, pouvons-nous jeter un œil dans la sacristie ?» Parfois, les lettres urgentes y sont mises de côté. Le vicaire déglutit péniblement. « Bien sûr, mademoiselle Marple. » Pourtant, il ne bougea pas. Une hésitation révélatrice. Crabbe fit signe à un agent. « Fouillez-la. » Le vicaire ne protesta pas, mais la petite lueur dans ses yeux trahissait sa crainte. Le policier disparut dans la sacristie. On entendit des bruits de pas. Un moment passa, puis deux, et il revint, tenant un parchemin plié scellé d'un cachet de cire rouge friable. Crabbe haussa les sourcils. « Et ceci est ? » « Trouvé dans le tronc, monsieur, » répondit le policier. Mademoiselle Marple hocha délicatement la tête. Égaré, mais pas posté. Crabbe brisa le sceau. L'adresse était écrite de la main de Reginald Blocksby, dans une écriture serrée. Au vicaire, urgent. Une question de moralité et de vérité. Le vicaire s'effondra sur le banc, le plus proche. Crabbe lut à haute voix. Certaines sommes provenant des fonds caritatifs de la paroisse ont été détournées. Le coupable est une personne aimée et respectée. Je dois vous parler avant d'aller plus loin dans cette affaire. R.B. Un murmure s'éleva immédiatement dans la paroisse, où la peur et l'indignation se répandirent comme une traînée de poudre. Madame Clement poussa un cri étouffé. Il pensait que mon mari... Le vicaire secoua violemment la tête, comme s'il voulait nier non seulement l'accusation, mais aussi la possibilité même que des soupçons puissent toucher sa fonction sacrée. Crabbe regarda mademoiselle Marple, presque triomphant. Le mobile était donc clair. Madame Eaves l'a empoisonné pour protéger la réputation du vicaire, ou son propre rôle dans le détournement de fonds. Mademoiselle Marple poussa un petit soupir. « Inspecteur, veuillez regarder de plus près. » Elle désigna les plis. Cette lettre a été ouverte, puis refermée. La cire ne correspond pas à l'empreinte du sceau, et l'encre le long du pli a bavé. Elle a été manipulée à la hâte avant de sécher. Le vicaire se couvrit le visage. Madame Clement poussa un autre petit cri. « La lettre, poursuivit mademoiselle Marple doucement, a été interceptée.
Le teint de Crabbe s'assombrit. Alors quelqu'un d'autre était au courant de l'accusation. Mademoiselle Marple croisa les mains. Quelqu'un qui croyait que le silence était le salut. Le vicaire releva la tête. « Je n'ai rien volé, dit-il avec difficulté. Mais j'avais peur qu'il m'accuse à tort. J'avais peur qu'il détruise la confiance qui m'était accordée. Et Agnès, elle était déjà si bouleversée. » Madame Clement enfouit son visage dans ses mains. Mademoiselle Marple acquiesça avec compassion. La peur obscurcit la vision, révérend. Mais les nuages ne tuent pas. Le brouillard s'épaississait derrière les vitraux, rappelant la nature du meurtre. Obscur, insidieux, opportuniste. Mademoiselle Marple se tourna vers Jonathan Pike. « Monsieur Pike, vous supervisiez les comptes avec Monsieur Blocksby. Vous étiez au courant de ces irrégularités. » Il se raidit. « Oui, mais je l'ai prévenu. Je lui ai dit qu'il se trompait. La somme manquante avait été réaffectée à des réparations d'urgence. J'ai dit que nous devrions en parler au comité avant de tirer des conclusions. Pourtant, il ne vous faisait pas assez confiance pour attendre, » murmura mademoiselle Marple. Pike serra les mâchoires. Non, il aimait entretenir le doute. Il prenait plaisir à exercer son pouvoir. « Et qu'avez-vous fait ?» demanda calmement mademoiselle Marple. Pike baissa la voix. « Je lui ai dit qu'il jouait avec le feu. Le brouillard grondait contre les fenêtres, un bruit sourd et rauque de branches ou de vent. Mais les fidèles tressaillirent comme si les morts eux-mêmes réclamaient leur attention. » Mademoiselle Marple regarda à nouveau les lunettes. La fibre noire sur la charnière avait une signification. Elle l'examina et son cœur s'emballa. Ce n'était pas du fil, des cheveux humains, noirs et rêches. Elle se tourna vers l'autel, vers la main tremblante du vicaire qui tenait une calotte noire usée. Une belle calotte. Des cheveux noirs et rêches à l'intérieur de la doublure. Elle dissimula soigneusement cette découverte derrière son expression impassible. Le brouillard se dissipe. Dit doucement, Mademoiselle Marple, bien que l'église restât enveloppée de blanc. Laetitia Wells eut le souffle coupé, non pas à cause des paroles de Mademoiselle Marple, mais à cause de la planche fissurée sous son talon. Quelque chose brillait dans la fente, un éclat de verre. Mademoiselle Marple s'agenouilla et le retira délicatement du bois fendu. Un éclat provenant d'une fiole brisée. Elle le leva bien haut pour que tout le monde puisse le voir. Ceci, annonça-t-elle calmement, contenait autrefois un liquide. Quelque chose d'amer peut-être, donné à Reginald de Blocksby peu avant sa mort. Madame Ives poussa un cri, mais mademoiselle Marple ne se tourna pas vers elle. Elle s'approcha plutôt du vicaire, d'une voix douce, presque triste. « Les fioles sont utilisées dans la sacristie pour les huiles sacrées. Or, il en manque une. Le poison a été administré d'une main sûre, une main habituée au rituel, une main qui croyait que ce qu'elle faisait était juste. » Le révérend Allerton eut le souffle coupé. Madame Clement se couvrit la bouche, tremblant de manière incontrôlable. L'église semblait penchée, les saints des vitraux observant, le jugement suspendu. Mademoiselle Marple regarda le vicaire dans les yeux. « Vous pensiez que Reginald devait être réduit au silence pour protéger l'Église, pour protéger votre place dans ce village, pour protéger votre femme de la honte. » Ses paupières papillonnèrent, cri silencieux de culpabilité. L'inspecteur Crabbe s'avança vers lui, la voix d'acier. « Révérend Allerton, avez-vous empoisonné M. Blocksby ?» Le vicaire ouvrit la bouche pour nier, pour protester, mais avant qu'il n'ait pu prononcer un mot. Une autre voix brisa le silence. « Non !» Jonathan Pike bondit en avant, le souffle haletant, les yeux brûlants de peur. « c'est moi qui lui ai donné le poison. » Des cris étouffés retentirent dans l'église comme des coups de tonnerre. Mademoiselle Marple, sereine, se contenta de cligner des yeux une fois. Le premier suspect était éliminé. Le brouillard avait révélé sa prochaine silhouette.
Jonathan Pike se tenait sous le regard froid des saints des vitraux, la poitrine haletante, sa confession se répandant dans les bancs, comme de l'encre versée dans l'eau. Le brouillard se pressait contre les fenêtres de l'église, comme s'il était impatient d'entendre chaque mot. Mademoiselle Marple l'observait attentivement. Elle savait que les confessions pouvaient prendre différentes formes et qu'elles n'étaient pas toutes vraies. L'inspecteur Crabbe s'avança, incrédule. « Vous avez empoisonné Blocksby? Pourquoi l'admettez-vous maintenant ?» Pike eut un rire faible et tordu. « Parce que je l'ai fait. Voilà pourquoi. » Sa voix tremblait. Ses nerfs étaient à vif. Je lui ai donné la fiole en lui disant que c'était un calmant. Je savais qu'il boirait n'importe quoi s'il pensait que cela apaiserait son anxiété. « Mais pourquoi ?» insista Crabbe. « Pour protéger le vicaire. Vous-même, mademoiselle Wells. » Les yeux de Pike se posèrent sur mademoiselle Wells, qui était en proie à une panique évidente. Elle recula, les mains sur la bouche. « Non », s'étrangla Pike. « Pour protéger quelqu'un dont l'avenir ne doit pas être terni. Quelqu'un qui ne mérite pas d'être ruiné à cause d'une erreur stupide, imprudente. » Silence. Puis son regard se posa, lentement et avec angoisse, sur madame Clement. Mademoiselle Marple sentit la vérité vibrer sous ce regard. Mais la vérité mêlée à la loyauté peut devenir un mensonge. Madame Clement eut le souffle coupé. « Jonathan, non. Pourquoi ferais-tu » Pike serra les poings. « J'avais les comptes. J'ai vu les virements. Je vous ai confronté au sujet des fonds manquants. Et vous avez craqué. Vous avez dit que vous les remettriez une fois les factures médicales payées, que le vicaire ne devait jamais le savoir. » Les genoux de madame Clement se dérobèrent. Mademoiselle Marple tendit la main pour la stabiliser. Des factures médicales. Une souffrance privée farouchement gardée. « Agnès », murmura le vicaire, la voix brisée par le désespoir. Madame Clement pleura ouvertement. Je n'ai emprunté que ce dont j'avais besoin pour son traitement à Londres. Le diocèse ne voulait pas financer un traitement expérimental. Nous n'avions pas le choix. Mais j'avais l'intention de rembourser, vraiment. Mademoiselle Marple acquiesça doucement. La nécessité fait des criminels des gens honnêtes plus rapidement que la cupidité ne pourrait jamais le faire. Pike déglutit. J'ai dit à Reginald de ne pas le signaler, que l'argent était déjà en cours de remboursement. Mais il a refusé. Il voulait la dénoncer. Il disait qu'elle devait être tenue responsable, sans exception. « Et vous l'avez empoisonnée ?» demanda Crabbe. La voix de Pike se brisa. « Pour lui donner plus de temps. Juste quelques jours de plus, c'est tout ce dont elle avait besoin. » Il était nerveux, paniqué. J'ai pensé qu'un petit somnifère le calmerait. Juste le faire taire. Et pourtant, il est mort, dit Miss Marple doucement. Un poison mortel se cache bien dans le brouillard des intentions. Pike secoua violemment la tête. Non, je ne savais pas que le flacon contenait du if. Je pensais que c'était un sédatif. Madame Eves apportait souvent des mélanges à base de plantes. Je lui ai apporté le flacon à remplir, et elle l'a fait sans poser de questions. Madame Eves, depuis l'embrasure de la porte où elle était retenue par un agent de police, s'écria « Il a dit que c'était pour le vicaire, pour les nerfs du vicaire !» Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent, tranchant à travers la confusion. « Vous l'avez donc rempli à partir des réserves du vicaire », dit-elle calmement. Madame Ives acquiesça frénétiquement. Et je l'ai laissé devant la porte du presbytère avec un mot. Le visage du vicaire pâlit davantage. Pike fixait le sol. Je m'en suis rendu compte trop tard. Quand il s'est effondré, j'ai essayé de le réveiller, mais l'inspecteur Crabbe saisit le bras de Pike. « Vous êtes en état d'arrestation. »« Attendez » intervint doucement mademoiselle Marple. Crabbe expira bruyamment. Mademoiselle Marple, elle s'approcha de Pike, le regard doux mais implacable.
Votre culpabilité est sincère, Monsieur Pike, mais elle est mal placée. Vous avez commis une terrible erreur, mais vous n'avez pas tué Monsieur Bloxby. Pike cligna des yeux, stupéfait. Mais vous avez administré le poison sans le savoir, dit mademoiselle Marple. L'if est amer. Reginald l'aurait remarqué. Il s'est plaint du goût. Mademoiselle Wells peut le confirmer. Il aurait arrêté de boire. Laetitia Wells acquiesça rapidement, les larmes aux yeux. Mademoiselle Marple poursuivit d'une voix basse. Quelqu'un s'est assuré que la potion était entière, que chaque goutte est bien coulée dans sa gorge. Quelqu'un qui croyait que le silence de Bloxby devait être absolu. Quelqu'un qui se tenait au-dessus de lui alors qu'il s'affaiblissait. Quelqu'un qui pouvait imposer l'obéissance et dissiper les doutes avec une parole pieuse. Ses yeux se tournèrent lentement vers la chaire, vers le vicaire. Le révérend Allerton respirait à peine. « Non », murmura-t-il. Les yeux de madame Clément s'écarquillèrent dans une horreur naissante. « Oui », dit doucement mademoiselle Marple. « Une fois que vous avez vu le désespoir de votre femme exposé au grand jour, une fois que vous avez cru que Reginald avait l'intention de la ruiner, vous vous êtes convaincu que sa mort était une miséricorde, une élimination juste d'une menace. » Allerton trébucha en reculant de l'autel, le visage déformé par le chagrin, la terreur et une justice brisée. La main de madame Clément se tendit vers lui, mais elle s'arrêta à mi-chemin, réalisant le gouffre qui les séparait. « Vous avez utilisé l'erreur de Pike comme une providence divine, » dit mademoiselle Marple. « Vous avez achevé le péché qu'il avait commencé et vous l'avez laissé se noyer dans la culpabilité. » Le vicaire s'effondra contre le mur en murmurant « Pardonnez-moi, pardonnez-moi !» Mais mademoiselle Marple ne céda pas. « Ce n'était pas le pardon que vous recherchiez hier soir, » dit-elle. « C'était le silence. » Madame Clément poussa un cri déchirant et s'effondra dans les bras de Crabbe. Laetitia Wells sanglotait dans son chapelet cassé. Madame Ives tremblait de manière incontrôlable. Pike enfouit son visage dans ses mains. Le brouillard s'accrochait au mur de l'église, témoin prisonnier des faiblesses humaines. Mademoiselle Marple restait immobile. « Quand le pouvoir craint la vérité, » murmura-t-elle, « le danger est plus grand là où la vertu prétend régner. » Le révérend Allerton leva la tête, le regard empreint d'un désir sauvage et brisé. « S'il avait tout raconté au village, » murmura-t-il, « cela l'aurait détruite, tout ce qu'elle est, tout ce que j'aime. »« Alors vous l'avez détruit, » dit mademoiselle Marple d'une voix douce, mais d'une clarté impitoyable. Crabbe s'avança pour arrêter le vicaire. Et puis, la cloche de l'église sonna violemment au-dessus d'eux, se balançant rapidement, sans y être invitée, résonnant à travers les poutres comme le cri du jugement qui s'abattait. Un deuxième choc. Le motif s'affine. Le brouillard ne cache pas seulement le péché, il le fait ressortir. Quelqu'un d'autre se trouvait dans le clocher, observant, attendant, et prêt, si nécessaire, à frapper à nouveau. Toutes les têtes se tournèrent vers le haut. Le silence revint, pesant et haletant. Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle. Tous les regards se tournèrent vers le clocher, où la grande cloche de bronze continuait de se balancer, en résonnant frénétiquement, comme si une force invisible l'avait frappée avec vengeance. Les agents de police saisirent leurs torches. Crabbe sortit son revolver. Miss Marple resta parfaitement immobile. Le brouillard s'éleva comme une créature vivante, s'accumulant autour des poutres en bois tout en haut. Une silhouette bougea, une ombre parmi les ombres, disparaissant de la vue. La voix de Crabbe claqua comme un coup de fouet. « Montez les escaliers, maintenant !» Deux agents se précipitèrent vers l'étroit escalier en colimaçon derrière la tribune de l'orgue. Leurs bottes résonnaient contre les marches en fer qui gémissaient sous leur poids soudain. Le brouillard s'élevait avec eux, les engloutissant aussi vite qu'ils montaient.
Madame Eves se remit à pleurer. Mademoiselle Wells serrait son chapelet brisé si fort qu'il lui entaillait la paume. Madame Clement fixait la tour avec une expression qui dépassait la terreur, plus proche de la reconnaissance. Le vicaire, les mains liées par les agents, s'effondra contre un banc. Il refusait de lever les yeux. Mademoiselle Marple s'avança vers le pied de l'escalier, calme comme un chat devant un oiseau incapable de voler. Elle éleva doucement la voix, dépassant la peur. Il y a quelqu'un là-haut qui craint plus que la culpabilité du révérend. Quelqu'un qui sait que cette vérité le menace aussi. Crabbe grogna. Alors qui? Un cri l'interrompit. L'un des policiers dévala les escaliers, frappé si fort qu'il glissa sur les carreaux du chœur. Des cris étouffés remplirent l'église. Son partenaire appela depuis le haut, à bout de souffle. Il est sorti par la fenêtre nord, sur l'échafaudage. Crabbe bondit en avant. Après lui, bouclez le périmètre. Un autre agent se précipita hors de la nef dans le néant blanc qui régnait à l'extérieur. Mademoiselle Marple leva lentement la tête, plissant les yeux dans une déduction précise. « Le meurtre est rarement solitaire, » dit-elle. « Il y a toujours quelqu'un qui profite du silence, quelqu'un d'assez rusé pour utiliser le brouillard comme bouclier. » Elle regarda M. Pike, qui se tenait immobile, le visage trahissant sa inculpabilité. « Non, » murmura Pike en reculant, horrifié. « Non, mademoiselle Marple, je vous jure. »« Pas vous, » dit-elle d'une voix douce. « Vous êtes un homme rongé par le remords. Vous ne vous cachez pas dans le brouillard. » Son regard se porta à nouveau vers un homme qui avait peu parlé, mais beaucoup observé. Monsieur Horace Bellamy. Il se tenait près des ifs, raide comme une pierre tombale, le visage sculpté dans la pierre. Contrairement aux autres, sa peur n'était pas frénétique, mais froide. Madame Clement se tourna vers lui, tremblante. « Monsieur Bellamy, pourquoi êtes-vous » Il croisa le regard de mademoiselle Marple, qui vit clairement. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. C'était aussi un triomphe à peine contenu. « Vous attendiez que quelqu'un d'autre endosse la responsabilité, » dit-elle. Il serra les mâchoires. Crabbe finit par remarquer. « Vous, restez exactement où vous... » Mais Bellamy ne resta pas. Il s'enfuit. Les portes du cimetière claquèrent un contre la pierre, alors qu'il disparaissait dans le brouillard. Les agents de police se lancèrent à sa poursuite, leurs cris étouffés par l'air épais. La cloche au-dessus finit par se taire, laissant place à un silence pesant, seulement rompu par le bruit lointain et frénétique des bottes. Crabbe se retourna vers mademoiselle Marple, le souffle court. « Qui est-il? Pourquoi s'enfuir ?»« Un financier, » répondit mademoiselle Marple, déjà en mouvement. « Un conseiller pour plusieurs fonds municipaux et le rival personnel de Reginald Blocksby. » Crabbe jura. « Et il était à l'église toute la matinée. »« Le brouillard cache les visages, » répondit-elle. « Il savait que les soupçons se porteraient sur le vicaire. Il a encouragé le désespoir de Pike. Et lorsque le vicaire est devenu le bouc émissaire idéal, M. Bellamy n'avait besoin que d'un seul silence supplémentaire. » Son regard s'aiguisa. « Mademoiselle Wells » Laetitia pâlit. « Moi ? Vous êtes le dernier maillon des irrégularités comptables, » dit doucement mademoiselle Marple. « Une fois le vicaire ruiné et vous arrêté pour vol, ces crimes disparaîtraient dans le brouillard du scandale. » Madame Clement étouffa un sanglot, réalisant le désastre qu'elle et Pike avaient failli provoquer. Le brouillard s'accrochait aux fenêtres, tel un avertissement, une présence persistante. « Monsieur Bellamy a manipulé le village, » dit mademoiselle Marple. Son indifférence aujourd'hui n'était pas due au choc, mais à sa confiance. Crabbe se précipita pour rallier ses hommes. « Nous devons fouiller les lieux. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Le brouillard est son allié. Vous ne l'attraperez pas en poursuivant des ombres. » Crabbe serra le poing. « Alors où ?» Elle se tourna vers le cercueil, l'objet au centre de la cruauté de Bellamy.
Il reviendra, dit-elle simplement. Il le doit. Crabbe fronça les sourcils. Pourquoi reviendrait-il? Mademoiselle Marple toucha le bois du cercueil, ses doigts s'attardant sur les lys et leurs ficelles noires. Pour l'original, murmura-t-elle. Quelque chose dans la poche de la veste de Reginald Blocksby, quelque chose que Bellamy ne pouvait pas risquer que le vicaire découvre si le corps était examiné. Elle ouvrit le cercueil. À l'intérieur, caché sous le revers de Blocksby, elle le trouva. Une petite clé en argent terni. Elle n'appartenait pas au vicaire. Elle n'appartenait pas à Pike. Elle n'appartenait pas à Mademoiselle Wells. Crabbe se pencha plus près. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Mademoiselle Marple sourit. Un sourire subtil, froid, plein de compréhension. Un coffre-fort. Des documents financiers, sans doute. Cachés. Et Bellamy ne quittera pas St. Mary Mead sans eux. Le brouillard s'épaissit, comme s'il était jaloux de sa lucidité. Crabbe serra les dents. « Alors nous attendons. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Et nous observons. » Ces mots suivants furent calmes, inquiétants. Il y aura un autre coup avant l'aube. Madame Clement frissonna. Le vicaire ferma les yeux. Mademoiselle Marple croisa calmement les mains devant elle. Le brouillard cachait le tueur aujourd'hui, mais la vérité commençait à se dévoiler. L'église était devenue le théâtre d'une tension palpable, ses voûtes retenant leur souffle, ses bougies vacillant comme des témoins effrayés. Dehors, le brouillard rampait sur les pierres tombales, avide d'engloutir toutes les empreintes laissées par les policiers qui cherchaient aveuglément Horace Bellamy. Mademoiselle Marple était assise tranquillement sur le banc de devant, son sac à tricot intact à côté d'elle. Elle n'avait pas besoin de laine, elle tissait déjà la vérité. L'inspecteur Crabbe faisait les 100 pas près du cercueil. « Il pourrait être n'importe où, » murmura-t-il. « Les chemins du village, le pont, la maison du vicaire. Il ne s'éloignera pas beaucoup, » dit Mademoiselle Marple sans élever la voix. Un homme ne s'aventure pas dans le brouillard sans destination. Il suit le chemin que sa peur lui a déjà tracé. Crabbe s'arrêta. La peur de quoi? Mademoiselle Marple fit tourner entre ses doigts la clé en argent ternie, laissant la lueur des bougies se refléter sur ses bords. « D'être démasquée, » répondit-elle. « De la ruine financière, de l'humiliation sociale. Horace Bellamy se croit au-dessus de tout reproche. Il reviendra récupérer la seule chose qui puisse le détruire. » Son regard se fixa sur le cercueil. Reginald Blocksby s'est assuré que la clé soit retrouvée enterrée avec lui, une dernière mesure de sécurité. Bellamy doit la récupérer avant que le docteur Haydock n'examine le corps. Crabbe expira, comprenant soudain. Donc la cloche était une diversion, Bellamy vérifiant le cercueil. Mademoiselle Marple acquiesça, et découvrant qu'il avait été déplacé. Le vicaire se leva de son siège, la voix basse et tendue. « Mademoiselle Marple, si Bellamy revient, va-t-il tuer à nouveau ?» Elle soutint son regard avec une douce solennité. Un homme acculé qui croit que sa survie dépend du silence est capable de tout, révérend. Madame Clement frissonna et s'agrippa à un banc pour se soutenir. Mademoiselle Wells renifla et s'essuya les yeux, mais elle ne pleurait plus bruyamment. Elle écoutait. Les portes de l'église se refermèrent dans un bruit sourd lorsque les policiers revinrent, le visage assombri par la frustration. « Il s'est glissé dans le brouillard, comme de la fumée », dit l'un d'eux. Crabbe serra les mâchoires. « Nous surveillerons à nouveau toutes les sorties. »« Non, » dit doucement Mademoiselle Marple. Tout le monde se retourna. Elle se leva, gracieuse et sans hâte, et posa la clé en argent sur le couvercle du cercueil. Puis elle recula. « Nous devons laisser le brouillard nous le livrer. Quand un voleur croit que l'obscurité le cache, il oublie les yeux qui voient un bas sans lumière. »
Crabbe hésita, puis acquiesça. Il éteignit toutes les lanternes, sauf une, qui projetait de longues ombres tremblantes à travers la nef. L'église fut plongée dans une quasi-obscurité. Tous les villageois présents ressentirent un frisson, bien qu'il n'y eût pas le moindre souffle d'air. Mademoiselle Marple surveillait les portes d'entrée et attendait. Les minutes s'écoulèrent dans une tension palpable. Puis, un léger grattement, du bois glissant contre la pierre, le grincement d'une charnière. La porte latérale de la sacristie s'ouvrit d'à peine quelques centimètres, à peine visible dans la faible lueur de la lanterne. Une silhouette entra, grande, familière, suivie par le brouillard. Horace Bellamy. Ses mouvements étaient prudents, mais pas assez silencieux pour mademoiselle Marple. Elle vit son regard se fixer instantanément sur le cercueil, sur la clé. Il s'approcha lentement, avec convoitise, chaque pas volant le souffle des spectateurs. Miss Marple ne bougea pas. Pas encore. Bellamy atteignit le cercueil, la main tendue, les yeux brillants de désespoir. Il toucha la clé, et Miss Marple parla d'une voix douce et dévastatrice. « Vous prétendez prospérer grâce à la clarté, monsieur Bellamy. Pourtant, vous ne pouvez supporter la vérité. » Bellamy sursauta violemment, heurtant le cercueil de telle sorte que des lys tombèrent d'eau sur le sol. Crabbe et ses hommes se précipitèrent vers lui et l'encerclèrent, mais mademoiselle Marple s'approcha la première, sa voix calme comme une lame posée sur de la soie. « Vous vous croyez plus intelligent que le brouillard, » murmura-t-elle. « Vous avez blâmé les autres. Vous vous êtes caché derrière la droiture du vicaire. Mais vous avez oublié la vérité la plus simple qui soit. La culpabilité fait transpirer. » Le visage de Bellamy brillait de sueur et de peur. Mademoiselle Marple poursuivit. « Reginald Blocksby a remarqué les fonds manquants lorsqu'il a comparé vos registres aux listes de mademoiselle Wells. Vous lui avez dit que vous l'aideriez à éclaircir cette affaire, et il vous a fait suffisamment confiance pour vous laisser entrer chez lui. » Bellamy serra les mâchoires, son silence transformant sa culpabilité en aveu. « Il est devenu inquiet, » dit mademoiselle Marple. « Il a menacé d'en parler au vicaire. » Vous ne pouviez pas permettre cela. La respiration de Bellamy s'accéléra. « Vous lui avez donc donné quelque chose que vous aviez dans votre poche, un tonique, selon vos dires, et vous l'avez regardé le boire. » Madame Ives eut le souffle coupé. Mademoiselle Marple inclina doucement la tête. « Oui, le flacon vous appartenait à l'origine. Vous en avez changé le contenu une fois que Madame Ives vous l'a rendu. Vous saviez que le vicaire serait tenu pour responsable. » Crabbe s'avança. « Est-ce vrai ?» La voix de Bellamy était tendue comme un ressort. Il était sur le point de me dénoncer. Il allait ruiner tout mon avenir, tout ce que j'avais construit. En disant la vérité, dit mademoiselle Marple, sans jugement, mais avec tristesse. Vous avez tué un homme parce qu'il refusait de garder vos secrets. Le masque de Bellamy se fissura, laissant place à la rage et à la terreur. Vous pensez que ce village comprend l'argent ? Grogna-t-il. Il pense que la gentillesse permet de garder les lumières allumées, que les dons nourrissent leurs pauvres. C'est moi qui ai maintenu la prospérité de St. Mary Mead. C'est moi qui prenais les décisions. Et Blocksby voulait me l'enlever pour une question de détail. La corruption n'est pas une question de détail, répondit mademoiselle Marple. Il se jeta sur la clé, dans un dernier élan instinctif, mais les policiers le plaquèrent au sol. Madame Clément tremblait. Mademoiselle Wells se remit à sangloter, mêlant soulagement et horreur. Le vicaire baissa la tête, sa fierté laissant place à la tristesse. Miss Marple ferma doucement le cercueil, posant sa main là où reposaient autrefois les lys. « Le brouillard ne cache que jusqu'au lever du soleil, » dit-elle doucement. Bellamy grogna, cloué au sol. Vieille femme indiscrète. Miss Marple ne broncha pas. « C'est mon malheureux talent, » dit-elle poliment. « Et votre malheur,
Crabbe, releva Bellamy. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Reginald Blocksby et la tentative de meurtre de Laetitia Wells. Bellamy cracha des jurons dans le brouillard tandis qu'on l'emmenait. L'inspecteur Crabbe expira bruyamment. « Bravo, mademoiselle Marple. C'est terminé. »« Non, » dit calmement mademoiselle Marple. Le brouillard continuait de s'accrocher aux portes. Une dernière vérité doit encore être révélée. Crabbe la regarda, déconcerté. « Quelle vérité ?» Mademoiselle Marple leva la clé. Reginald Blocksby a laissé des documents qui expliquent tout, y compris qui a déclenché ces crimes. Son regard se posa sur Madame Clément, tremblante, le visage marqué par la terreur. Et les cœurs brisés par la peur doivent également affronter ce que la peur a provoqué. Un dernier règlement de compte attendait dans le brouillard. L'époux Saint-Parne, agents conduisirent Horace Bellamy dans le brouillard suffocant, ses protestations étouffées bien avant qu'il n'atteigne la porte du cimetière. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui, laissant un silence caverneux dans la nef, mais pas de soulagement. Jamais de soulagement. Mademoiselle Marple le savait, tant que toute la vérité n'était pas révélée. L'inspecteur Crabbe se frotta le front. « Nous avons notre homme. Que reste-t-il à faire ?» Mademoiselle Marple regarda la clé ternie qui reposait dans sa paume. Même à la faible lumière de la lanterne, elle brillait obstinément, comme la vérité refusant d'être étouffée. « Elle ouvre un coffre-fort, » dit-elle. Probablement situé là où Bellamy se sentait le plus en sécurité, là où son influence ne pouvait être remise en question. Son regard se posa sur le premier banc, où Madame Clément était assise, tremblante, les doigts pressés contre ses lèvres, comme pour empêcher son cœur de se briser. Mademoiselle Marple s'approcha d'elle avec une grâce tranquille. « Ma chère, » dit-elle doucement, « vous devez maintenant nous raconter toute l'histoire. Il ne pourra y avoir de guérison tant que le brouillard ne se sera pas complètement dissipé. » Les épaules de Madame Clément tremblaient. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, je le jure. »« C'est ce qui rend la peur si dangereuse, » répondit mademoiselle Marple avec une douce tristesse. « Elle nous convainc que le mal est le seul moyen d'assurer notre sécurité. » Le vicaire ferma les yeux, le visage déformé par la douleur de la culpabilité. « J'aurais dû écouter, j'aurais dû voir. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « L'amour peut aveugler plus rapidement que la tromperie ne le pourrait jamais. » Crabbe fronça les sourcils. « Quel est le rapport avec le coffre-fort » La voix de Madame Clément tremblait comme la flamme d'une bougie. « L'argent manquant, je l'ai pris. Pour mon mari. Je pensais que personne ne le saurait, que je pourrais le rendre avant qu'on ne me pose des questions. Mais quand Reginald m'a confronté, j'ai paniqué. Je suis allé voir Bellamy. » Crabbe se raidit. « Il savait ?» Madame Clément acquiesça tristement. Il a dit qu'il pouvait tout arranger, qu'il modifierait les comptes, cacherait la perte, réglerait le problème. Mais il voulait quelque chose en échange. Les yeux de mademoiselle Marple se remplirent de compassion. Le pouvoir n'est jamais gratuit. Madame Clément baissa les yeux, la voix brisée. Il voulait de l'influence, le contrôle des projets paroissiaux, et quand Reginald a refusé de coopérer, Bellamy a dit que nous allions tous le payer. Crabbe jura entre ses dents. La voix du vicaire se brisa. « Et vous ne m'avez rien dit. » Agnès se tourna vers lui, le visage empreint de tristesse. « Je ne supportais pas que vous me voyiez comme une femme faible ou stupide. Je voulais être à la hauteur de la vie que nous avions construite, à votre hauteur. » Le visage de son mari se décomposa, la hypocrisie laissant place à l'échec humain. « Mon amour, j'ai toujours eu plus besoin de toi que de ma position. » Miss Marple s'écarta pour leur laisser un moment. Dehors, le brouillard se déplaçait contre les vitraux, comme s'il écoutait la résolution. Jonathan Pike s'approcha alors, les épaules voûtées de honte.
J'aurais dû mettre fin à tout cela. J'ai vu la pression qu'elle subissait et j'ai quand même laissé Bellamy me persuader. Quand j'ai découvert l'effondrement de Reginald, j'ai craint que nous l'ayons tué. » Le regard de mademoiselle Marple était tendre. « La peur peut réduire un homme bon au silence. Mais vous ne l'avez pas empoisonné délibérément. Et votre aveu aujourd'hui aide à démêler de nombreux nœuds. » Pike inspira bruyamment. « Et maintenant ?» Mademoiselle Marple ouvrit la paume de sa main, révélant la clé. « Nous allons découvrir le reste de la vérité. Bellamy conservait des documents financiers dans ce coffre-fort. Ils montreront où est passé l'argent et quelles signatures ont été falsifiées. » Elle se tourna vers Crabbe. « Le bureau du presbytère. Bellamy gardait les documents à proximité, mais pas chez lui. C'était trop visible. Il utilisait le caractère sacré de l'Église comme bouclier. » Crabbe acquiesça et fit signe à 2 agents. « Récupérez le coffre, dans le tiroir du haut du bureau du vicaire. » Madame Clement acquiesça faiblement. « Oui, celui avec les coins en laiton. » Les agents se précipitèrent dehors. Le silence revint. Mademoiselle Marple prit une lente inspiration réfléchie avant de parler si doucement que seuls ceux qui étaient tout près pouvaient l'entendre. Monsieur Bellamy croyait pouvoir façonner l'avenir de ce village, en enterrant sa conscience. Le brouillard peut cacher les traces de pas, mais il ne peut effacer leur destination. Crabbe revint quelques instants plus tard, avec une solide boîte en métal, sobre à l'exception de sa serrure polie. Il la posa sur un banc et recula. Mademoiselle Marple inséra la clé. La serrure cliqua avec un petit soupir métallique. La vérité était libérée. À l'intérieur se trouvaient des registres détaillés des fonds de la paroisse, des reçus modifiés avec une 2e encre maladroite, une liste des expansions prévues, toutes enrichissant personnellement Bellamy, et une enveloppe scellée adressée à l'inspecteur Crabbe l'ouvrit avec précaution. Écrite à la main, dans l'écriture soignée de Blocksby. Si quelque chose m'arrivait, suivez l'argent. Le brouillard mentira, mais les chiffres ne mentent jamais. HB. Il y avait également une 2e note, plus courte, avec de l'encre maculée, mais dont les mots étaient indubitables. Montrez-la à mademoiselle Marple. Crabbe leva les yeux vers elle, stupéfait. Elle joignit les mains. Reginald avait peur. Mais il n'était pas stupide. Il comprenait que la vérité avait besoin d'un gardien prêt à écouter, même lorsque les autres rejetaient le danger. Madame Clement se remit à pleurer, non plus de peur, mais d'un mélange de soulagement et de remords. Le vicaire s'agenouilla à côté d'elle et lui prit doucement les mains, l'unité forgée par la souffrance. Le brouillard contre les fenêtres s'éclaircit. Mademoiselle Marple se tourna vers les portes de l'église, l'air serein, les yeux brillants d'une certitude tranquille. « Le pire est passé, » dit-elle doucement, « mais il reste une dernière chose à faire, dire la vérité au village. » Crabbe acquiesça. « Après tout cela, ils seront dévastés. »« La dévastation est la première étape vers la clarté, » répondit mademoiselle Marple. Le brouillard se dissipe brusquement, douloureusement. Mais après, on peut respirer. Dehors, le brouillard s'éloignait des vitraux comme un rideau qui se lève lentement. Un nouveau jour attendait juste au-delà du seuil. Mais mademoiselle Marple savait que la révélation finale, le règlement de comptes émotionnels le plus profond, était encore à venir. Elle le dirait quand les cœurs seraient prêts. Et les cœurs, à St. Mary Mead, écoutaient toujours mademoiselle Marple. Les portes de l'église s'ouvrirent sur une brume qui se dissipait. Le brouillard qui avait autrefois étouffé le village se levait maintenant, non pas doucement, mais comme s'il reculait devant une vérité trop brillante pour être supportable. La lumière de l'aube transperçait l'air comme une révélation, constante et imparable. L'inspecteur Crabbe se tenait devant l'assemblée, le coffre-fort ouvert sur l'autel. Les paroissiens qui étaient restés, secoués mais résolus, murmuraient leur choc tandis que les preuves passaient de main en main tremblante.
Mademoiselle Marple ne se tenait pas près du cercueil, ni à côté de l'inspecteur. Elle s'était plutôt placée au centre de la nef, là où la lumière du soleil frappait en premier, illuminant non pas les morts, mais les vivants. Sa voix atteignit chaque auditeur, avec la clarté d'une cloche d'église sonnant dans l'attente. Reginald Blocksby est mort, parce qu'il était déterminé à révéler la vérité. Les chuchotements cessèrent. Il avait découvert l'enrichissement personnel d'Horace Bellamy. L'argent destiné aux nécessiteux était détourné pour remplir ses propres poches. Madame Pierce eut le souffle coupé. Monsieur Benson jura doucement entre ses dents. Mademoiselle Marple poursuivit. Mademoiselle Wells, dans son désespoir, emprunta des fonds sans permission, croyant pouvoir rembourser chaque centime avant d'être découverte. Sa culpabilité la rendait vulnérable. Laetitia baissa les yeux. Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux, mais celles-ci brillaient de remords, et non de peur. Et Madame Clement, craignant le fardeau qui pesait sur son mari, se confia à la mauvaise personne. Madame Clement serra la main du vicaire, la voix brisée. « Je suis tellement désolé. » Le révérend Allerton lui serra doucement la main, les yeux remplis d'une douloureuse résignation. Crabbe croisa les bras. Mais Bellamy a vu une opportunité. « Oui, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il s'est servi de la peur comme d'un outil. Il a alimenté le désespoir. Il a créé le silence. » Elle leva à nouveau le fragment de flacon pour le montrer. Jonathan Pike, manipulé par sa loyauté et son sens des responsabilités mal placées, croyait qu'un tonique inoffensif calmerait Reginald. Ses mains ont administré le poison, mais son cœur n'avait pas l'intention de tuer. Pike baissa la tête, accablé par la honte, mais finalement honnête. Miss Marple se tourna vers l'autel, vers la silhouette dont la présence avait autrefois inspiré le respect. Le révérend Allerton n'a pas mis le poison dans la tasse de Reginald Blocksby. Le vicaire eut le souffle coupé. L'espoir s'enflamma, puis la honte l'éteignit rapidement. Mais il a achevé ce que la peur avait commencé. Un silence plus profond que le silence s'installa. Il croyait Reginald mort, mais lorsque celui-ci a haleté pour respirer, tendu la main pour demander de l'aide, le révérend n'a rien fait. Il a regardé les derniers soubresauts d'un homme mourant et l'a laissé tomber. Un sanglot échappa à Madame Clement. Le vicaire baissa la tête entre ses mains. Il s'était dit que c'était par pitié, que le scandale détruirait sa femme, que la vie d'un seul homme pesait moins lourd que l'avenir de cette paroisse. Les yeux de mademoiselle Marple étaient bienveillants, mais implacables. Ne pas agir peut tout de même être un meurtre, lorsque l'action est le seul salut. Crabbe parla d'une voix rauque et tendue. Le révérend Allerton sera inculpé en conséquence. Mademoiselle Marple acquiesça, puis se tourna vers le village sans aucune hésitation dans la voix. Ainsi, 3 personnes ont contribué à la mort de Reginald Blocksby. Jonathan Pike, qui a administré le poison sans le savoir. Horace Bellamy, qui a orchestré le vol et organisé le silence. Le révérend Allerton, qui a laissé mourir un homme pour préserver une fausse sainteté. Des exclamations s'élevèrent, non pas de l'indignation cette fois, mais d'une tristesse si grande qu'elle semblait se pencher en avant depuis chaque banc. Madame Ives s'essuya les yeux avec son châle. Même mademoiselle Wells trouva le courage de prendre la parole. Reginald était dur, mais il ne méritait pas. « Non », acquiesça mademoiselle Marple. « Aucun d'entre nous ne mérite d'être jugé dans l'obscurité. Pourtant, le brouillard le rend tout aussi proche. » Elle s'écarta alors, laissant la lumière du soleil tomber pleinement sur l'autel. Le brouillard à l'extérieur s'était presque entièrement dissipé, révélant un village qui semblait identique, mais qui ne serait plus jamais le même. Le révérend Allerton se leva, faible, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé », murmura-t-il, dans un mélange de prière et de confession.
Madame, Clément sanglotait contre son épaule, et mademoiselle Marple les laissa à leur chagrin. Crabbe fit signe aux agents. Les arrestations allaient suivre, mais sans brutalité. St. Mary Mead punissait par la vérité, pas par la cruauté. Miss Marple joignit les mains devant elle, l'air doux mais solennel. Lorsque le brouillard recouvre le village, le bien et le mal perdent leur forme. Nous devons faire attention à qui nous faisons confiance lorsque nous ne voyons pas clairement. Les secrets les plus dangereux ne sont pas ceux qui se chuchotent derrière les haies, mais ceux qui sont enfouis dans le cœur. Le soleil monta plus haut, dissipant les derniers nuages gris. St. Mary Mead expira. Le long souffle tranquille d'un endroit qui apprend à accepter ses défauts. L'inspecteur Crabbe toucha sa casquette en signe de gratitude. Mademoiselle Marple, une fois de plus, elle secoua légèrement la tête. La justice était l'œuvre de Reginald. Je n'ai fait que suivre ce que le brouillard ne pouvait cacher. Elle leva les yeux, regardant la lumière monter vers les arches de la cathédrale. La morale était révélée. Le brouillard obscurcit, mais la vérité persiste. Et ici, la vérité avait enfin vu le jour. La lumière printanière revint à St. Mary Mead, comme si le brouillard n'avait jamais existé, mais le village s'en souvenait. Les gens marchaient plus doucement, parlaient plus gentiment, et jetaient là parfois un coup d'œil vers l'église, comme s'ils écoutaient les échos de la vérité qui y avait été révélée. Miss Marple était assise dans son fauteuil en osier préféré, près de la fenêtre de son cottage. Une tasse de thé refroidissant à côté d'elle, tandis qu'elle rembobinait tranquillement la dernière pelote de laine claire sur ses aiguilles. Dehors, des rouges-gorges sautillaient sur le sol fraîchement dégelé, tirant sur des vers avec une joie déterminée. La vie persistait, cet instinct anglais remarquable qui consiste à réparer ce qui a été déchiré. De sa fenêtre, elle regardait Madame Clement marcher lentement le long de l'allée, accompagnée d'une amie sensée de chaque côté. Elle veillerait à ce qu'elle ne soit jamais seule dans un chagrin trop profond pour être silencieux. Le révérend, quant à lui, était sous la garde de l'inspecteur Crabbe, attendant des conséquences dont il ne pouvait plus se prétendre exempté. Il faudrait des mois, peut-être plus, avant que la paroisse n'ose discuter d'un nouveau pasteur sans un frisson de souvenir. Pourtant, mademoiselle Marple ne ressentait aucune satisfaction. Elle comprenait trop bien que chaque tragédie à St. Mary Mead avait commencé par de l'amour ou du devoir, puis avait été exacerbée par la peur. On frappa doucement à la porte. Mademoiselle Marple se leva, lissa son cardigan et ouvrit la porte pour trouver Jonathan Pike debout, son chapeau à la main. Il avait une posture humble, dépouillée de la bravade d'un avocat. « Mademoiselle Marple, murmura-t-il, puis-je vous remercier de m'avoir sauvé d'un fardeau que j'étais prêt à porter seul ?» Elle le fit entrer d'un geste doux. « Vous avez mal agi, monsieur Pike, mais vous avez aussi bien agi finalement. La conscience a tendance à refaire surface, comme un bouchon sous l'eau. » Il esquissa un sourire contrit. « Néanmoins, je vais démissionner. Je vais peut-être prendre le temps d'apprendre à faire le bien sans craindre l'échec. » « Une ambition sage, » dit-elle gentiment. Il s'inclina et partit. Il n'était pas absous, mais on lui avait donné la chance de s'améliorer. Peu après, Laetitia Wells arriva avec un petit paquet de scones. Ses yeux étaient encore rougis par les larmes, mais ils étaient désormais plus lumineux et non plus assombris par la peur. « Vous avez été très courageuse, ma chère, » lui dit mademoiselle Marple. « Pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous avez choisi d'admettre. » Laetitia acquiesça. « Je rembourserai chaque centime, même si cela prend des années. » Elle hésita, puis demanda timidement « Le village me regardera-t-il encore de la même façon ?» Mademoiselle Marple posa sa main chaude sur la sienne. « Nous nous égarons tous parfois. Ce qui importe,
C'est le chemin que nous choisissons de suivre une fois que nous avons retrouvé notre route. Laetitia la serra fort dans ses bras, puis se précipita dans la ruelle pour emprunter cette nouvelle voie. L'inspecteur Crabbe la suivit bientôt, la fumée de sa pipe s'échappant de la poche de son manteau. Il semblait plus âgé aujourd'hui, les rides de la responsabilité creusées par ce dont il avait été témoin. « Vous voyez toujours la vérité simple enfouie sous chaque excuse » dit-il avec un sourire fatigué. Mademoiselle Marple rit doucement. « Oh, inspecteur, la vérité n'a rien de simple. Les gens l'enveloppent dans un papier si curieux pour empêcher qu'elle soit reconnue. » Crabbe souleva son chapeau en signe d'admiration sincère avant de partir s'occuper de la paperasse et des tâches solennelles que personne ne lui enviait. La journée se réchauffa. Les enfants couraient dans la verdure, leur rire chassant les derniers vestiges de la morosité dans les haies. La cloche de l'église restait silencieuse, promettant que le bruit ne reviendrait que lorsque les chœurs seraient prêts. Mademoiselle Marple entra dans son jardin. La rosée scintillait sur les nouvelles pousses délicates qui commençaient à sortir de terre. Elle s'agenouilla pour inspecter une primevère qui fleurissait tôt, défiant le froid. Une fleur survivante, pensa-t-elle, petite mais tenace. Depuis l'allée du presbytère, elle entendit le chant soudain et joyeux d'un rouge-gorge. L'espoir, revendiquant son droit de revenir. Elle essuya la terre de ses doigts et respira profondément, humant le parfum de l'herbe printanière après la pluie. Le brouillard avait beaucoup pris, la clarté avait coûté encore plus cher, mais le soleil était tout de même revenu, et dans cette lumière calme, Mademoiselle Marple murmura des mots que seules les fleurs pouvaient entendre. Quand la vérité peut respirer, même le chagrin peut s'adoucir. Elle se leva, ajusta son châle et regarda le village retrouver son nouvel équilibre, différent de ce qu'il était auparavant, mais plus sage, plus aimable, conscient que l'obscurité peut fleurir même sur une terre sacrée. Pourtant, tant qu'il y aurait des jardins à entretenir, des voisins à soigner et de petites questions à poser poliment autour d'une tasse de thé, St. Mary Mead perdurerait. Miss Marple retourna dans son cottage. La porte se referma doucement, et le printemps continua son travail constant de guérison.